Bonjour à tous, bienvenue, on est heureux de vous accueillir. Je suis Patchy, moi je représente la plateforme Invivox sur laquelle était hébergée la formation et je vous présente, Thomas, docteur Thomas Appart, qui est orthopédiste spécialisé dans la main et qui va aujourd'hui, vous faire, une présentation de, l'échochirurgie du canal carpien. La présentation va durer une trentaine de minutes. Vous pourrez poser des questions à Thomas qui répondra en fin de session. Et pour poser des questions, vous avez en bas de votre écran une petite box qui dit converser et vous pourrez poser vos questions. J'ai débranché les micros de tout le monde, c'est pour éviter tous les sons parasites. Donc voilà Thomas, the floor is yours. Bonne session à tous. Ok, merci beaucoup, Pachi. Bonjour à tous et merci beaucoup. Je suis chirurgien de la main à Versailles et donc je vais traiter de la chirurgie du canal carpien sous échographie parce que je suis fan d'échographie et ça permet de faire pas mal de choses, notamment de se passer du garrot et de simplifier la procédure. Donc, comme vous a dit Pachi, n'hésitez pas à utiliser la boîte en conversée qui est une possibilité de poser des questions en chat. Et puis, mon topo sera assez rapide. On aura le temps de poser des questions à la fin. Donc, je vais partager mon écran. Et puis, les diapos sont en anglais, mais voilà, vous inquiétez pas, c'est de l'anglais d'orthopédie et c'est très simple à comprendre. Donc, la chirurgie du canal carpien sous échographie, vous avez une belle photo de Louis XIV, parce qu'on est à Versailles. Donc, en fait, l'échographie, c'est un peu le sens de l'histoire. De toute façon, depuis les sonars début du XXe siècle, puis dans les années 50, les radiologues, et puis après, au fur et à mesure, tous les 10 ans, les différentes spécialités se sont appropriées l'échographie. Donc, dans les années 70, les obstétriciens, dans les années 80, les cardiologues, dans les années 90, les urologues, etc., etc. Et puis, enfin, les orthopédistes peuvent s'y mettre. Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne pouvait rien voir à plus de 5 cm de profondeur. Mais grâce aux sondes à haute fréquence, eh ben, on voit mieux et en plus, on voit plus superficiellement. Donc, on peut voir les tendons, les artères, les ligaments qui sont juste sous la peau. Et ça, avec une grande résolution, une résolution qui est meilleure que l'IRM. 15 MHz de sonde, ça fait 0,1 mm de résolution. Donc, c'est mieux que l'IRM. Alors, c'est mieux que l'IRM. En plus, c'est moins cher, c'est comparatif, c'est dynamique, c'est-à-dire qu'on peut faire bouger le patient en actif, en passif et contre-résistance. On est en direct, donc le patient, on peut lui expliquer ce qui se passe et on peut comparer avec le membre sain. Donc, tout ça, c'est vraiment une avancée réelle pour les orthopédistes d'avoir une sonde d'échographie à disposition. Donc, je suis un grand fan de l'échographie depuis une dizaine d'années. Les techniques ont été validées pour le canal carpien, le doigt ressaut, les différentes ténotomies au bloc opératoire. Parce que, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'échographie chirurgicale. On n'a pas envie d'être des radiologues. Donc, nous, les orthopédistes, on prend notre échographe, on va en salle d'opération et puis on opère sous échographie avec un manchon stérile et puis ça nous permet de faire un bilan anatomique, de contrôler ce qu'on fait, de vérifier ce qu'on fait. Donc ça a été validé pour le canal carpien depuis plusieurs années. Alors les premiers qui ont fait le canal carpien sous échographie, ce sont les tokyolites qui ont fait une publication en 97. Donc vous voyez, ça fait plus de 20 ans qu'on s'intéresse à la chirurgie du canal carpien sous échographie. Les Japonais avaient utilisé ça. Alors, c'était compliqué. Il y avait 2 pixels noirs et 2 pixels blancs à l'époque. Maintenant, on arrive à bien voir ce qui se passe sous la sonde. Et puis, au fur et à mesure, on a de plus en plus amélioré les techniques, on a amélioré les sondes, les ordinateurs, et ça nous permet d'améliorer la prise en charge pour la chirurgie du canal carpien. Donc, j'avais fait cet article de mise à jour en fait dans la revue de chirurgie de la main il y a 3 ans pour faire un peu le bilan de tout ce qui se faisait sous échographie.
Alors, le canal carpien se fait sous Wallante. Alors, le Wallante, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'anesthésie. Ça veut dire wide awake. C'est donc un anagramme qui veut dire wide awake. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sédatif. Le patient est complètement éveillé. Il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas d'hypnovel, il n'y a pas de protoxyde d'azote. Le patient est complètement éveillé et ça, c'est important dans la technique. Le patient est participatif. Il ne faut pas le déconnecter du soin. Wide awake local anesthesia, donc ça veut dire que c'est une anesthésie locale et donc on peut tester l'adducteur du pouce avant et après l'opération puisque le patient bouge ses doigts. Il est juste sous anesthésie locale et ce n'est pas une anesthésie loco-régionale qui entraîne une paralysie de tout le membre et finalement une amputation dans l'homonculus de tout le membre. Et enfin, NT, ça veut dire no tourniquet, ça veut dire qu'il n'y a pas de garrot. Alors, le garrot n'est pas un problème pour la chirurgie du canal carpien. Bien sûr que n'importe qui peut supporter un garrot de 5-10 minutes, c'est une opération assez courte. Donc, la douleur du garrot n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas de supporter le garrot. Le problème, c'est quand on lâche le garrot, eh ben, il y a 1 litre de sang qui arrive dans la main. Les plaquettes n'ont pas eu le temps de faire leur hémostase primaire au niveau du site chirurgical. Et donc, vous avez forcément un hématome qui se forme. Et c'est pour ça que les chirurgiens font des gros pansements au niveau de la main. C'est pour faire un pansement semi-compressif et puis cacher la main qui gonfle. Donc, le fait d'opérer sans garrot, eh ben, ça permet d'éviter l'hématome. Ça a aussi un avantage pour les patientes qui ont eu un curage ganglionnaire pour cancer du sein. Elles sont contentes de ne pas avoir un garrot, même pour 10 minutes. Donc, pourquoi les ultrasons adorent l'anesthésie wallante, l'anesthésie locale? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de douleur avec l'échographie. C'est un examen non invasif. Et le Wallante, c'est pareil. Il n'y a pas de douleur quand on sait piquer avec des micro-aiguilles. Ça s'apprend à piquer sous anesthésie locale. Et donc, il y a vraiment une procédure pour bien piquer sans faire mal au patient. Le mouvement, nous, on adore les choses qui bougent. L'échographie permet de voir les choses qui bougent et le Wallante permet de faire bouger les muscles, les tendons et les articulations pendant qu'on opère. Il n'y a pas d'effet indésirable et le patient est complètement participatif, c'est-à-dire qu'il fait partie du soin. Il n'est pas question de dire on met un chant et puis on ne vous revoit plus pendant 5 minutes. Non, on demande au patient de bouger, on demande au patient ce qu'il ressent et ce feedback, ça permet aussi de progresser finalement. Il faut toujours réévaluer son soin et demander si ça a été confortable, s'il n'y a pas eu de problème de douleur ou d'incompréhension. Donc, on parle tout le temps. Alors, quelquefois, on parle tellement que finalement, ça devient une petite hypnose conversationnelle parce que je parle d'un ton un peu monocorde et de façon un peu lente. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un patient participatif et absolument pas déconnecté du soin. Alors, la chirurgie mini-invasive du canal carpien, elle a exactement les mêmes résultats que la chirurgie à ciel ouvert. La seule différence, c'est les complications. Il y a beaucoup moins d'infections et beaucoup moins de désunion de cicatrices quand on a une chirurgie mini-invasive. C'est pour ça, mais de temps en temps, ça m'arrive de faire de la chirurgie avec une grande cicatrice. Ça permet de faire une ténosynovectomie défrichisseur pour faire une biopsie, par exemple. Donc, chez les hémodialysés, chez les polyarthrites rhumatoïdes, chez les enfants avec une malformation du carpe ou des muscles anormaux, eh ben, il faut faire une grande cicatrice, il faut explorer, il faut biopsier. Enfin, il serait débile de faire la même chirurgie pour tous les patients. Il faut s'adapter aux antécédents, à l'âge, à l'origine du canal carpien. Il y a 2 techniques mini-invasives, il y a l'endoscopie et l'échographie. Pour l'endoscopie, eh ben, on met la caméra à l'intérieur du tunnel carpien et puis pour l'échographie, la caméra est à l'extérieur. Excusez-moi pour la faute de frappe, c'est outside. Et donc, ça permet de voir toute l'anatomie de la main. Et ces 2 techniques-là sont des techniques mini-invasives qui donnent les mêmes résultats que la chirurgie classique à ciel ouvert, mais moins de complications. Alors, quelle est la différence entre l'échographie et l'endoscopie? Alors, il y en a 4. La première différence, c'est que l'anatomie du canal carpien est découverte au dernier moment avec l'endoscopie. En fait, vous mettez la caméra
dans le canal carpien. Et puis là, vous découvrez comment est le nerf. Est-ce qu'il y a des adhérences? Est-ce qu'il y a des tendons qui sont adhérents ou alors avec une ténosynovite? Donc ça, c'est une découverte a posteriori. C'est comme si pour une arthrose de hanche, on ne faisait pas de radio, on disait que le diagnostic était évident et qu'on ne faisait pas d'examen complémentaire. Ce ne serait pas raisonnable, il faut faire un bilan d'imagerie. Ça me paraît assez logique de faire un bilan d'imagerie avant d'ouvrir un canal carpien. Et donc, j'aime bien avoir une analyse complète de l'anatomie avant de commencer. Donc ça, l'échographie le permet. Pour ce qui est du saignement, en fait, si vous avez sur la caméra une goutte de sang qui arrive, vous ne voyez plus rien. C'est un gros problème. Alors, c'est possible de le faire comme ça sous anesthésie wallante pour l'endoscopie, mais c'est vraiment une difficulté d'avoir un petit saignement quand on est sous endoscopie, alors que avec l'échographie, le petit saignement, finalement, c'est notre ami, c'est-à-dire qu'il nous aide, c'est-à-dire qu'il décolle les tissus et ça fait une zone anéchogène, toute noire. Et donc, en fait, c'est pas recherché qu'il y ait un saignement, bien sûr, mais en tout cas, il n'y a pas de problème par rapport à l'échographie, alors qu'avec l'endoscopie, c'est très technique. Pour les variations anatomiques, effectivement, avec l'endoscopie, ça ne peut pas se voir. Avec l'échographie, on peut tout voir. On voit des doubles artères ulnaires dans le guyon, on voit des doubles nerfs médians, on voit des artères du nerf médian, on voit des choses incroyables. Il y a une variété anatomique incroyable dans le canal carpien. Et je dis incroyable, mais parce qu'en fait, personne ne s'est intéressé. Quand on fait de l'échographie pour chaque canal carpien qu'on opère, on voit énormément de variations anatomiques. Et enfin, l'échographie est moins chère que l'endoscopie. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très, très grave, mais quand même, il y a des gens qui, dans le monde, font le canal carpien dans leur cabinet pour des raisons soit financières, écologiques, organisationnelles, enfin, on peut tout imaginer. Mais en tout cas, effectivement, un appareil d'échographie, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez vous en servir pendant 4 ans, alors que l'endoscopie, il va falloir à chaque fois le restériliser et ça consomme énormément d'eau et de matériel. Alors, vous pouvez expliquer à votre patient pourquoi le nerf est écrasé et où est-ce qu'il est écrasé. Là, vous voyez par exemple, on le dit, voilà, en noir, c'est le nerf médian. En blanc, là, les fibres bien parallèles, c'est les tendons fléchisseurs. Il y a 9 jointures, donc il y a 9 tendons fléchisseurs dans le canal carpien. Et puis en dessous, on voit même l'articulation. Alors là, la focale ici, elle est réglée au niveau du nerf médian. Donc, on n'analyse pas bien avec la focale l'articulation radiocarpienne, mais quand même, on peut voir ce qui se passe en profondeur. Et donc, on explique que effectivement, je ne fais pas de la tuyauterie, je ne suis pas là pour déboucher un canal, mais je suis plutôt un électricien qui va libérer le nerf. Et donc, le nerf qui a cette dimension-là à l'entrée du canal carpien, là, sous le ligament, il est sténosé, il est écrasé et il va moins conduire l'influx nerveux. Il y a une compression qui est énorme ici, comme une pierre sur un tuyau d'arrosage, avec une dilatation juste avant le tuyau. Et donc, je vais enlever la pierre pour lever la compression. Il peut y avoir une artère du nerf médian. C'est pas si exceptionnel que ça. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais j'en ai rencontré plus d'une dizaine depuis que je fais du canal carpien sous échographie. Et là, on voit par exemple effectivement le nerf médian qui est en 2 parties, une partie là et une partie ici, avec une grosse artère qui est là. Et ça, si j'avais fait une opération en faisant une grande cicatrice et si j'avais blessé l'artère, c'est sûr que je ne vais pas m'en apercevoir parce que je vais être sous garrot. Et puis, le patient va avoir un énorme hématome. On peut suivre l'artère comme ça sous notre Doppler en longitudinal. Et puis, hop, le nerf, il est ici. Et puis, le Doppler montre l'artère ici. Pour ce qui est de l'arthrose et des problèmes articulaires, on voit sous échographie en profondeur qu'on peut avoir une synovite radiocarpienne palmaire qui va pousser les nerfs en palmaire comme ça vers le nerf et ça va pousser les tendons comme ça vers le nerf médian. Et donc, on peut se demander si l'attelle ne va pas être efficace à cet endroit-là. Pour ce patient-là, peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'opérer. On va mettre une attelle, ça va calmer la synovite radiocarpienne et puis on va ainsi faire de la place dans le canal carpien
En tout cas, on voit bien qu'il y a des patients qui ne supportent pas l'attelle et des patients qui la trouvent très efficace pour le canal carpien. Et je pense que c'est un problème articulaire. Ce n'est pas l'attelle qui calme la ténosynovie des fléchisseurs, c'est l'attelle qui calme l'articulation qui crée ce problème-là. Donc, grâce à l'échographie, on va pouvoir cibler le traitement et peut-être donner une explication à cette attelle qui est tantôt efficace, tantôt inefficace. On peut avoir des choses assez rarissimes aussi dans le canal carpien, comme par exemple un kyste. Alors, vous savez, quand on oriente la sonde, quelquefois on voit plus les tendons. Donc là, on peut se demander si le noir ici, c'est pas les tendons qui sont invisibles parce que j'ai mal mis ma sonde, ce qu'on appelle l'artefact d'anisotropie. Donc là, on voit plus les tendons. Zut, alors comment ça se fait? Et puis, pourtant, on voit bien le nerf qui est écrasé dans le canal carpien, qui est complètement longitudinal ici. Et puis, en fait, j'ai beau incliner ma sonde, je vois toujours cette surface noire un peu bizarre, donc anéchogène. Et quelque chose qui est anéchogène, c'est du liquide. Et comme c'est du liquide, c'est un kyste. Et il ne faut pas que j'opère ça sous échographie. Il va falloir que je fasse une conversion à ciel ouvert. Et donc, je vais faire une grande cicatrice. Et puis, je découvre ce kyste sous les tendons fléchisseurs, là, en profondeur. Et puis, ça me permet de faire une biopsie. Et donc, ce patient-là, si j'avais fait une opération mini-invasive, il aurait eu certainement une récidive de son canal carpien. Et puis, on se serait posé 3000 questions pour savoir si on avait bien libéré ou pas, s'il n'avait pas un double crush avec une atteinte cervicale, etc., etc., etc. Et donc, l'échographie, là, a fait tout simplement le diagnostic d'un kyste du poignet et on a pu traiter le kyste du poignet. Alors, l'échographie le canal carpien sous échographie, sous anesthésie locale, il y a des contre-indications. On ne peut pas faire ça à tout le monde. Donc, évidemment, on ne fait pas ça à des enfants. L'anesthésie locale n'est quand même pas adaptée à des enfants. Aux patients psychiatriques qui sont incapables de rester calmes 5-10 minutes, c'est quand même pas une bonne idée de faire sous anesthésie locale. Quand on a une allergie à l'anesthésiant, c'est une vraie contre-indication. Et puis, il y a des précautions. Par exemple, le tunnel carpien qui est récalcitrant ou récidivant. Le récalcitrant, c'est celui qui n'a jamais été amélioré par l'opération. Et le récidivant, c'est il a été amélioré et après, les signes reviennent. Donc, le canal carpien comme ça, qui peut avoir des grosses adhérences à l'intérieur avec le tendon et avec le nerf, ce qu'on appelle la neuradèse, les adhérences entre le nerf médian et le ligament, ce n'est pas une bonne idée de faire ça en mini-invasif. Il faut faire une cicatrice dans la paume de la main, explorer et bien décoller le nerf. Les anticoagulants ne sont pas une contre-indication, c'est juste une précaution. Il faut faire quand même un petit peu attention. Un patient sous anticoagulant, il n'y a pas besoin d'arrêter son traitement, il n'y a pas besoin de faire de relais, il n'y a pas de problème pour l'anesthésiant local. Et puis, les variations anatomiques, quand on a une artère très calcifiée, un peu sinusoïdale qui fait des méandres dans le guyon, ça peut être dangereux d'opérer en mini-invasif. Et je pense que quand on a des variations anatomiques qui sont atypiques, il ne faut pas opérer en mini-invasif, il ne faut pas faire de chirurgie sous échographie. Donc, l'information au patient, elle est fondamentale. Et moi, je trouve que faire une bande dessinée, ça change des classiques feuilles A4 avec le texte en Times New Roman 12. Au moins, avec une petite bande dessinée, on explique au patient que voilà, son nerf est comprimé et puis il va falloir libérer le nerf, c'est-à-dire en sectionnant complètement le ligament ici, dans toute son épaisseur, dans toute sa longueur. Et puis, on le fait sous échographie. Comme ça, on va pouvoir voir que le nerf sourit. Alors là, c'est écrit qu'il n'y a pas besoin d'être à jeun, pas besoin de voir d'anesthésiste, il n'y a pas de garrot, c'est comme chez le dentiste. Alors, j'ai eu des critiques de mes collègues chirurgiens parce que quand même, on n'est pas des dentistes. J'ai pas honte de dire ça quand même parce que les dentistes, ils font un métier que j'aime beaucoup et je trouve que c'est assez simple de dire aux patients, voilà, c'est comme chez le dentiste, vous venez, vous n'êtes pas à jeun, vous n'avez pas besoin de prévoir une admission compliquée à la clinique avec une consultation d'anesthésie préopératoire. Alors, la suite de l'opération, c'est qu'on peut se servir de la main sans forcer. Donc, on peut jouer du piano, on peut s'entraîner avec une petite balle en mousse. Mais attention, les suites sont exactement les mêmes que la chirurgie à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'entre la 4e et la 6e semaine après l'opération, la paume de la main se met à gonfler, la douleur est plus intense. Et donc, c'est tout à fait logique. Et cette bande dessinée le rappelle. C'est important d'être à l'écoute du patient si jamais il a des questions et c'est important de bien l'en informer.
Alors, techniquement, la vidéo que je montre aux patients, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on repère sous échographie le nerf médian, l'artère ulnaire et puis l'arcade palmaire superficielle. Et voilà, là, on dessine 3 traits au feutre sur la main du patient. Donc, on fait de la chirurgie adaptée au patient, hein, sur mesure, hein, parce qu'il y a des gens qui ont le nerf plus ou moins au milieu, des artères plus ou moins centralisées ou pas. Et puis, une fois qu'on a le ligament, il va falloir couper ce ligament sans abîmer les structures autour. Et ben, on ne le fait pas à l'aveugle, on le fait sous échographie. Donc, vous avez cette espèce de couteau là qui a une petite lame ici entre les deux lèvres supérieures et inférieures. Et puis, on coupe, on évite de blesser l'artère qui est ici. Et puis, grâce au Doppler, on la voit très, très bien. Et puis, une fois qu'on a libéré ce nerf en coupant le ligament, va bien falloir que le pont cicatrise plus grand qu'avant, mais ça met 1 mois et demi. Ce n'est pas parce qu'on a fait une petite cicatrice qu'on va récupérer plus vite. Pour la technique antérograde que je viens de vous montrer, c'est-à-dire on coupe de proximal en distal, eh ben, vous avez là pour le coup une vidéo qui montre l'opération. Alors ça c'est le petit couteau que je vous ai montré, là, ce qu'on appelle le fameux Kémis. Et puis là j'utilise une sonde d'échographie qui est sans fil. Donc on met dans un pochon stérile et puis on va ainsi pouvoir faire une échographie sans se destériliser avec un écran, ça peut être un iPad ou un Android, on s'en fiche. Et donc là, on va pouvoir vérifier le nerf médian, l'artère ulnaire et l'arcade palmaire superficielle sous échographie. Donc on met un petit repère métallique pour voir où est le nerf. Et puis hop, une fois que j'ai repéré qu'il est bien au-dessus, ben, on trace un trait au feutre. Donc là, vous voyez, la main est un peu blanche, c'est parce que l'anesthésie locale, il y a un peu d'adrénaline dedans, ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de garrot. Et ben ça permet de faire une vasoconstriction de tous les petits vaisseaux qui sont autour de la zone. Donc là, on met un peu de Doppler pour voir l'artère ulnaire. Donc là, on la voit parfaitement bien. Là, c'est l'os pisiforme ici. Là, c'est le canal de Guyon. Et vous avez l'artère qui est ici avec le nerf ulnaire qui est ici. Et donc, hop, on met un petit instrument métallique pour repérer l'artère ulnaire. Et puis enfin, l'arcade palmaire superficielle qui barre la main juste après le ligament. Alors, il y a des gens qui l'ont 1 cm ou 2 cm après le ligament. Il y en a qui l'ont juste collé au ligament. C'est très, très variable, ça. Donc, je suis assez content de vérifier sous échographie exactement où est l'arcade. Et puis là, vous voyez, il n'y a pas de garrot. Hein, on fait notre petite cicatrice entre l'artère et le nerf médian. Et puis, il n'y a pas de saignement. Hein, on fait quelque chose de tout à fait contrôlé. Et puis là, ça permet d'aborder le carpi volare, c'est-à-dire le début du ligament annulaire antérieur du carpe. On coupe le carpi volare, on décolle assez facilement parce que comme on a mis l'anesthésiant, l'anesthésiant a permis de décoller l'espace entre la peau et le ligament, donc ça se fait sans difficulté, sans forcer avec les ciseaux. On place le petit instrument et puis on va sous échographie pouvoir voir notre instrument progresser de proximal à distal, donc pour la section antérograde. Donc là, on voit le nerf médian. Et on ne va surtout pas opérer au-dessus du nerf médian, on va se décaler, c'est pour ça que je fais la cicatrice entre les deux. Et puis là, on voit le ligament qui est entre les deux pattes du couteau, et puis la lame du couteau, elle est ici, et puis on avance tout doucement, sans faire d'à-coup évidemment, parce qu'on ne va pas blesser l'artère qui est au bout. Et puis on peut, si on veut, voir l'artère qui est au bout, hop, elle est ici, donc il faut décaler la fenêtre, voilà. Et puis là, comme ça, on va pouvoir faire notre section complète. Là, on voit l'artère. Et on va pouvoir faire notre section complète comme ça, sans blesser les éléments artériels. On retire le couteau et puis, une fois qu'on l'a retiré, on va vérifier, en passant notre petit instrument, de dedans en dehors, si ça a été coupé de façon complète dans l'épaisseur du ligament. Donc là, le petit instrument est dans le canal carpien, il ressort. Dedans, il ressort. Vous voyez, là, il y a le nerf qui est ici. L'artère, elle bat, elle est ici, hein, il n'y a pas de problème, on se met bien entre les deux. Et donc, on sait qu'on n'a pas de blessure artérielle, puisque sinon, ça saignerait tout de suite.
Et puis, on a fait une libération complète. On met un petit point de suture sous la peau. C'est du fil résorbable, évidemment. Et puis, on va mettre un petit stéristrip. Si le patient est sous anticoagulant ou sous antiagrégant, eh ben, il vaut mieux mettre un petit bandage quand même pendant 2 jours. Mais sinon, en affrontant bien les berges et puis avec un stéristrip, eh ben, on met juste un tout petit pansement. Et puis, on laisse le petit pansement qu'on peut changer tous les 2-3 jours. Donc là, on met un petit pansement. Et là, voilà, le patient, il bouge tout seul sa main. Hein, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de problème. Il peut s'en servir sans forcer, évidemment, pendant un bon mois. Et puis après, je lui montre, hein, c'est important de montrer au patient voilà, que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de problème pour s'en servir dès le soir même. Donc après, on peut opérer en rétrograde. Alors, on fait toujours la solution xylocaïne, adrénalinée et bicarbonate. On fait toujours l'anesthésie comme ça, avec une micro-aiguille, c'est de la 27 gauge pour pas être douloureux. Et puis, voilà, je mets mes doigts un petit peu partout. En fait, je trompe un peu la sensibilité du poignet. Comme ça, le patient, il sait pas trop où je travaille. Et puis, c'est important, vous voyez, j'appuie un peu à différents endroits. Et puis là, je teste l'APL, l'adducteur pollicis longus. Hein, et puis, hop, quand on a un canal carpien, on a une faiblesse de ce muscle. Et puis, en libérant le canal carpien, eh ben, on va avoir une récupération immédiate de ce muscle. Donc là, j'utilise une sonde d'échographie qui a un câble. Ce n'est pas comme la vidéo précédente. La sonde d'échographie, elle est de bien meilleure qualité que la précédente machine. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisée. On a un petit couteau rétrograde comme ça. C'est juste un petit crochet qui est très agressif. On fait la même procédure, c'est-à-dire qu'on repère l'anatomie. Je me force, ça fait 10 ans que je fais ça, de repérer à chaque fois l'anatomie. Je veux que le patient il sorte avec des traits au feutre pour bien comprendre que j'ai fait une intervention avec mes repérages d'artères ulnaires, nerfs médians et arcades palmaires superficielles. Et donc, j'ai défini ma zone de sécurité où je peux travailler. Alors là, on est dans mon cabinet, donc on n'a pas de bistouri, on n'a pas de fil, c'est de l'échographie interventionnelle. Et donc, avec une aiguille, je vais pouvoir en percutané ouvrir le carpi volare. Donc, tout simplement, hein, on va gratter avec une aiguille de 19 gauge le carpi volare sous contrôle d'échographie entre l'artère et le nerf médian. Et puis, on fait 3 petits points rapprochés sur la peau. On réunit les 3 petits points pour faire une ouverture d'à peu près 2 à 3 mm. Et puis, on va pouvoir passer comme ça le crochet pour une section rétrograde, c'est-à-dire que le crochet va aller jusqu'au bout du ligament. Et puis après, on va tirer pour pouvoir couper le ligament. Donc là, il y a un petit coup à prendre parce qu'il va falloir rentrer le crochet sous le ligament et non pas dans le glion. Donc, on sent tout de suite, de toute façon, qu'on est au bon endroit. On vérifie sous échographie qu'on est au bon endroit. On voit très bien le crochet, vous allez voir. Et puis, voilà, on va aller vers la gauche. On va pousser ce crochet qui est de cette forme-là. Hop, vous voyez. Et là, on ne voit pas le nerf médian. Je ne veux pas que mon crochet soit à l'endroit du nerf médian. Donc là, on va pousser le crochet et hop, là, il remonte. Ça veut dire qu'on a fini de le pousser jusqu'au ligament. L'artère, elle est beaucoup plus loin. Et puis là, on va pouvoir tirer sur le crochet. Et puis, on peut le faire plusieurs fois. Si le patient il fait 90 kg et c'est un homme, eh ben, on peut s'attendre à un ligament très épais de 4-5 mm. Donc, on peut le faire plusieurs fois. Là, sous échographie, on vérifie. Là, il y a le nerf et là, il y a l'artère. On vérifie que l'espace a bien été libéré, que la section est complète. Donc ça, c'est pratique avec ce petit crochet. Et puis là, on reteste l'adducteur pollicis longus. Et puis là, la patiente a retrouvé immédiatement sa force dans la position du pouce. Donc, je sais que le nerf, il a été complètement libéré, qu'il n'y a pas de problème. Donc, je sais qu'il est au niveau de mon test clinique et au niveau de l'imagerie. Donc là, il y a un petit trou de 2 mm. On met juste un petit stéristrip, un pansement et puis un bandage qui pourra enlever dès le lendemain. Et puis, ce sera cicatrisé. Il n'y a pas d'infirmière dans ces cas-là. Donc, avec la section rétrograde percutanée,
on a simplifié en fait la procédure post-opératoire, mais encore une fois, c'est exactement les mêmes suites. Il n'est pas question de diminuer l'arrêt de travail par rapport à une chirurgie endoscopique ou la chirurgie antérograde que je vous ai montré. Il n'y a pas de magie, malheureusement, il n'y a pas de révolution à cet endroit-là. C'est juste qu'on a simplifié de beaucoup la procédure. Vous voyez, là, on est dans mon cabinet et la patiente, elle est… donc là, ça, c'est le lendemain. Elle m'a envoyé cette petite vidéo en me disant, voilà, je bouge bien mes doigts, c'est cicatrisé, il n'y a pas de soucis cutanés. Mais elle aura pendant 4 à 6 semaines des douleurs dans la paume de la main. C'est logique. À l'intérieur, c'est ça qui fait mal. Ce n'est pas la peau qui fait mal, c'est la section ligamentaire et la cicatrisation ligamentaire qui fait mal. Donc, je lui donne des conseils nutritionnels pour bien cicatriser. Et puis, je lui demande de prendre 2 jours d'antidouleur. Ce n'est pas parce qu'on a fait une petite cicatrice qu'on a moins mal. C'est quand même important de faire un message comme ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Je suis à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé et je vous remercie vraiment chaleureusement de m'avoir écouté. Alors, est-ce que… Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Oui, je suis là, Thomas. Si vous voulez poser des questions, vous avez une petite box qui dit « Converser ». Je vais envoyer un message pour qu'elle apparaisse. Converser ici. Et vous pouvez poser des questions à Thomas. Converser ici. C'est là que tu me dis que le son était coupé et qu'en fait, personne n'a entendu. C'est ça, Pachi? Non, je pense que manifesté. D'accord. Mais tu as peut-être été parfaitement clair. Bon, bah, tant mieux. En tout cas, mes collègues vont avoir un gros webinaire sur le Covid dans une demi-heure. Donc, il faut absolument qu'ils gardent de l'énergie pour tout à l'heure. De toute façon, je pense que tu communiqueras le replay ou on communiquera le replay. Ah, est-ce que cette technique est-elle pratiquée par beaucoup de chirurgiens? Alors, la technique de canal carpien sous anesthésie locale, c'est très, très, très répandu dans le monde, sauf en France et aux États-Unis, pour des raisons en général organisationnelles avec les anesthésistes. La chirurgie sous échographie, ça se développe beaucoup en France. Parce que j'ai créé un DIU il y a à peu près 7-8 ans, donc maintenant on doit être une vingtaine à opérer sous échographie en France. Et après, en percutané comme ça, on est que 2 pour avoir combiné en fait l'échographie, l'anesthésie locale et la chirurgie en échographie interventionnelle. Après l'échographie interventionnelle, il y a quelques radiologues et rhumatologues qui s'y sont mis en France. Et qui ont de l'expérience, qui sont assez doués là-dedans. Après, c'est vrai que ce pas des chirurgiens, donc ils n'ont pas l'accès au bloc opératoire comme je peux l'avoir. Mais ils savent faire ça en percutané sous échographie parce qu'ils sont très forts en échographie, les radiologues. Il n'y a pas de problème pour eux. J'espère avoir répondu à Benjamin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire le pourcentage de patients traités selon cette technique? Alors, pour les sous échographie comme ça au cabinet, c'est à peu près 60% des patients. Quand on a à peu près 30% qui ont au bloc opératoire. Et pour les 10% restants, je fais de la chirurgie à ciel ouvert classique parce que le contexte se prête à une biopsie. En général, c'est pour des biopsies, les rhumatologues qui me demandent de faire une ténosynovectomie. Alors, par rapport à la cicatrisation, après une technique rétrograde, pas de risque de récidive de canal carpien? Alors, non, si la section a été bien faite, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de cicatrisation. En fait, le ligament, il s'en fiche d'être coupé en rétrograde ou en antérograde. Le tout, c'est qu'il soit coupé complètement et de manière propre, quoi. Il ne faut pas le couper à plusieurs endroits. Sinon, on crée un afflux de collagène qui va être préjudiciable pour le nerf. On va sauter quelques questions un peu plus haut. Quel temps d'arrêt de travail et quelle adaptation selon le travail? Alors, ça ne change rien. La technique ne change rien à l'arrêt de travail. C'est sûr que après, il peut y avoir la part psychologique de j'ai une petite cicatrice, donc je vais reprendre plus vite. Mais l'arrêt de travail, c'est 5 semaines quand on est manutentionnaire et 5 jours quand on est
quand on a un travail sédentaire de bureau. Donc, je dis aux gens, on n'a jamais 3 semaines d'arrêt. C'est soit vous êtes manutentionnaire et c'est 5 à 6 semaines, et soit c'est juste quelques jours parce que, voilà, si vous voulez être un petit peu au calme pendant quelques jours, ça peut être utile, mais il y a plein de gens qui retravaillent le lendemain, ça pose aucun souci. Il ne faut juste pas forcer pendant 1 mois et demi, c'est tout. Et quelles sont les complications éventuelles de cette technique? Alors, la technique, la complication, c'est évidemment de blesser l'artère. Il n'y a pas tellement de risque pour le nerf. C'est l'arcade palmaire superficielle. Je dois en opérer 300 par an et en 10 ans, j'ai eu 2 sections d'artères. Alors, j'en suis pas très fier, mais voilà, ça c'est arrivé 2 fois. Et en fait, je m'en suis aperçu très vite parce que comme il n'y a pas de garrot, et ben vous avez un flot de sang qui arrive brutalement, ça fait très bizarre. Et donc bah, on ouvre en regard de l'arcade et puis on suture l'artère en microchirurgie, c'est pas très grave. Le patient m'en veut pas du tout, mais en tout cas, voilà, c'est exceptionnel, mais c'est le danger. Et heureusement que j'avais pas mis de garrot parce que je m'en serais pas aperçu. On s'aperçoit de ça en général à 22 heures quand on a mis un garrot, c'est que la main est énorme et que le patient a très très mal. Donc depuis, je dis à tous mes collègues, opérez sans garrot, comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir dormir tranquille le soir. Alors, Pour ce qui est la branche motrice du court abducteur, alors c'est pour ça que je me mets en ulnaire, c'est-à-dire que j'opère entre l'artère et le nerf médian pour essayer d'éviter cette branche. Alors c'est sûr qu'il y a des variations anatomiques de cette branche qui sont très fréquentes et qui peuvent être transligamentaires ou qui peuvent être très ulnaires. Alors avec les nouvelles machines d'échographie comme vous avez vu au cabinet, eh ben, c'est important de repérer la branche. Je la repère effectivement systématiquement. Ça fait partie du bilan anatomique en fait. est-ce que tu dois faire un examen échographique avant le moment de l'intervention à la recherche de variations Oui, anatomiques? oui, mais en fait, je le fais surtout pour expliquer aux patients. Je leur fais une échographie parce que je ne la code pas l'échographie. Hein. Ça fait partie de l'examen clinique. Donc, en fait, il n'y a pas de, j'imprime pas les images, rien du tout. Mais ça me prend 3 minutes et ça me permet d'expliquer ce que c'est le canal carpien, ce qu'il y a dedans, etc. Et donc, je fais un examen échographique pendant la consultation et après, au moment de l'intervention, là où je fais mes repérages au feutre. Est-ce que tu as des contacts orthopédistes en Belgique qui utilisent ta technique? Alors, il y a Monsieur Wang qui s'intéresse qui s'intéresse de près à ça, mais je ne sais pas s'il a commencé. Il s'y intéresse, mais il n'y a personne qui a d'expérience de plusieurs années en Belgique. La sélection des patients en particulier, les accidents du travail des patients psy alors attends, sélection des patients en particulier, les accidents du travail et les patients psy et tenez-vous compte des CR, des Les EMG. comptes rendus des EMG. Alors, les comptes rendus des EMG, c'est fondamental. C'est obligé d'avoir un électromyogramme avant d'opérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le compte rendu permet de vérifier qu'il n'y a pas de pathologie neurologique sous-jacente, qu'il n'y a pas de compression cervicale plus haute. De toute façon, je refais l'examen clinique qui avait été fait par le généraliste et après le neurologue qui a fait l'électromyogramme. Donc, l'électromyogramme, il est fondamental, il est obligatoire. Après, pour les accidents de travail et les patients psy, eh ben, si l'électromyogramme montre qu'il y a un canal carpien, il n'y a pas de sélection particulière pour ces patients. C'est des patients qui sont exactement comme les autres. Il n'y a pas de problème. Quel serait, selon vous, le temps de formation? Information d'échographie pour être fiable comme neurologue. Alors, en fait, tout dépend si vous connaissez bien l'anatomie. Les gens qui connaissent le mieux l'anatomie, c'est les kinés. Et les kinés se mettent à l'échographie en 2 mois, c'est les stars de l'échographie. Je suis toujours sidéré par les connaissances des kinés. Et donc, tout dépend de votre appétence à connaître l'anatomie des nerfs. Il y en a qui, effectivement, n'aiment pas trop ça et ils sont obligés d'aller au laboratoire d'anatomie pour faire un peu de révision. Mais en général, c'est assez rapide parce que
les structures sont très différentes échographiquement entre une artère, un tendon, un nerf médian. Je vous ai parlé rapidement de l'artefact d'anisotropie. Quand vous inclinez votre sonde, les tendons disparaissent, mais pas le nerf. Donc, quand vous ne savez pas où est le nerf médian, vous avez un petit doute, à ce moment-là, vous voyez, c'est des petites astuces comme ça. Vous pouvez très facilement repérer le nerf. Les tendons, en fait, vous faites bouger le patient et tout de suite, vous voyez les tendons bouger alors que les ligaments ne bougent pas. Enfin voilà, c'est vraiment tout à fait simple. Moi, je considère qu'en 6 mois, on est bon et puis en 2 ans, on est très bon. Alors, il y a Daciana qui me demande comment choisir entre les 2 méthodes. Et en fait, la méthode rétrograde au cabinet, c'est une méthode qui est faite pour les patients qui comprennent bien et qui veulent. Voilà, quand on est dans d'excellentes conditions et quand on a un doute par rapport à l'anatomie, par rapport aux patients qui peuvent éventuellement présenter un malaise, ou alors une personne âgée, ou alors qui est sous anticoagulant. Enfin, voilà, le moins de problèmes dans les antécédents, il vaut mieux aller au bloc opératoire. La deuxième catégorie de patients pour aller au bloc opératoire, c'est si on fait un geste associé. Si jamais j'ai une autre opération à faire, comme par exemple une libération nerveuse au coude, ou si je dois faire un doigt ressaut, ou si je dois enlever une tumeur, à ce moment-là, bien sûr, on va au bloc opératoire. Je ne fais pas de chirurgie au cabinet. Pour l'atteinte du nerf médian au coude associé, en fait, ça fait partie de l'examen clinique. Alors, c'est Cortex qui me demande ça, mais je sais très bien que derrière le nom de Cortex, il y a Arnold. Donc, l'atteinte du nerf médian au coude, en fait, le nerf médian au coude, c'est une compression dynamique. Et donc, c'est un testing du long fléchisseur du pouce et du fléchisseur commun profond de l'index. Quand ces 2 doigts sont faibles à la flexion, il faut appuyer sur le nerf médian au coude. Et on retrouve une douleur à ce moment-là. C'est pas un tinel, mais c'est une sensibilité très nette, une douleur sous le pouce qui appuie. Et puis, enfin, on fait une échographie pour voir s'il y a une compression entre le muscle brachial et le rond pronateur. Échographiquement, vous faites une flexion contrariée du poignet et vous voyez le rond pronateur et le brachial qui écrasent le nerf médian au niveau du coude. Donc, c'est un diagnostic clinique et échographique. Donc, la cotation est-elle identique à l'endoscopie? Alors, en fait, c'est la même cotation. C'est chirurgie c'est libération du nerf médian sous vidéochirurgie. Donc, que la vidéo soit échographique ou endoscopique, c'est la même chose. Donc, c'est le même prix, quoi. C'est un tarif sécu qui ne sera pas revalorisé ou dévalorisé. Ce n'est pas à l'étude, en tout cas. Écoute. Il est 19h44, on va peut-être Voilà, libérer tout le monde. En tout cas, un grand merci d'avoir été présent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Tu veux que je donne ton mail? On pourra vous donner mon mail, ou effectivement, si Pachi, tu peux envoyer un petit avec un petit mot de remerciement chaleureux. Je ferai ça, j'enverrai un email avec éventuellement le replay ton mail. Oui. Je suis à votre disposition en tout cas. Merci beaucoup. Et j'étais un petit peu impressionné de parler à un public de neurologues. Donc, je vous remercie d'avoir accueilli un petit ortho et de m'avoir donné de votre temps. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.